Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le champ gazier Tortue pourrait produire 2 fois plus que la production de tous les autres pays africains en 2017. C'est une estimation de British Petroleum. La société financière internationale en passe d'investir 300 millions de dollars américains dans la mine d'or de Tasiast en Mauritanie. La décision d'investir, qui serait le premier projet de cette filiale de la Banque mondiale en Mauritanie, sera prise mi-octobre prochain. Au Soudan, la nouvelle instance de transition a été intronisée aujourd'hui. Un Premier ministre nommé, le chef du conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du nouveau conseil souverain. Merci d'être avec nous. Le grand coup de balai continue à Nouakchott. Civils et militaires participent activement à cette opération. Les habitants apprécient à sa juste valeur la réaction des autorités, mais ils estiment que la solution définitive et durable est ailleurs. C'est Récidibé. L'armée joue sa partition dans l'assainissement de la ville de Nouakchott. Les civils sont également présents dans plusieurs quartiers munis de râteaux et d'autres instruments pour débarrasser la ville des tas d'ordures. Nouakchott a connu ces dernières semaines un stade d'insalubrité jamais égalé. Tous les quartiers présentent quasiment ces mêmes images hideuses d'immondices affectant dangereusement le cadre de vie des habitants. Ce citoyen a bien accueilli la riposte des autorités, notamment la participation des civils et militaires à cette œuvre commune. Pour celui-ci, ce n'est pas la première opération d'enlèvement des ordures de cette envergure. Mais la difficulté, selon lui, est de maintenir la ville propre dans la durée. Il pointe du doigt l'incivisme des citoyens au quotidien et l'incapacité des autorités municipales à prendre en charge l'une de leurs compétences transférées. Nouakchott se modernise et se développe, mais la gestion des ordures urbaines, ce problème, il faut l'intégrer dans des politiques et stratégies urbaines sérieuses pour l'endiguer durablement. La société British Petroleum de prospection et d'extraction du gaz estime les réserves du champ commun entre la Mauritanie et le Sénégal Tortue au double de la production de gaz dans tous les États du continent africain en 2017. La société a fait cette révélation hier sur sa page Facebook dans laquelle elle évalue ses réserves à 15 trillions de pieds cubes de gaz. Comment imaginez-vous que les Mauritaniens bénéficieront de cette manne, s'interroge British Petroleum dans un tweet promettant de répondre à cette question vendredi prochain. Les réserves du champ Tortue transformeront le pays en un centre pétrolier et gazier mondial, avait déjà affirmé la société britannique. La Société financière internationale, entité d'investissement dans le secteur privé de la Banque mondiale, votera mi-octobre l'approbation d'un financement de 300 millions de dollars américains dans une mine d'or dans la région de Tasiast en Mauritanie. Et la décision d'investir, qui serait le premier projet de la SFI en Mauritanie, est en discussion. Selon des documents publiés sur le site de la SFI, la mine opérée par Tasiast Mauritania, filiale du Canadien Kinross Gold Corporation, a satisfait toutes les conditions environnementales et sociales que la SFI propose comme préalable pour envisager un investissement de cette taille. L'institution financière mène un consortium qui inclut un financement de 155 millions de dollars de son propre capital, complété par 145 millions de dollars de l'Export Développement Canada, l'institution financière de développement du Canada et de 2 banques commerciales dont les noms n'ont pas encore été divulgués. La SFI considère que cet investissement aura un effet positif considérable sur l'économie mauritanienne en termes notamment d'approvisionnement de la chaîne de valeur locale, de contributions fiscales, de devises et d'emplois. La coalition Vivre Ensemble et le parti Tawassoul s'accordent à travailler dans l'avenir main dans la main pour consolider l'unité nationale et renforcer la cohésion et la force de l'opposition. Les 2 formations politiques ont également rappelé la nécessité d'un dialogue sérieux, inclusif pour l'intérêt du pays lors d'une visite de courtoisie qu'une délégation du Conseil des présidents de la coalition Vivre Ensemble, dirigée par Kanami Doubaba, a effectuée aujourd'hui au siège du parti Rassemblement National pour la réforme et le développement Tawassoul. La coalition Vivre Ensemble avait tenu dimanche dernier une réunion d'évaluation de l'élection présidentielle du 22 juin 2019 et les perspectives de la coalition. Kanami Doubaba, président de la coalition, a noté que malgré
toutes les difficultés rencontrées, dont la contrainte de temps et de moyens n'était pas la moindre. Une extraordinaire mobilisation des populations qui aspiraient au changement avait été enregistrée. La coalition, dira-t-il, est désormais un acteur majeur dans la recomposition du paysage politique, tant et si bien qu'elle a su imposer le débat sur les problèmes nationaux. La transition vers un pouvoir civil au Soudan naît de l'accord historique entre les militaires et la contestation a pris corps aujourd'hui avec l'intronisation du Conseil souverain qui doit être rapidement suivi de la nomination d'un Premier ministre de consensus. Conclu à la faveur d'une médiation de l'Éthiopie et de l'Union africaine, l'accord sur la transition a été signé samedi en présence de nombreux responsables étrangers. Cyril Sidibé. Le Conseil souverain, c'est désormais la nouvelle instance qui remplace le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril. Pour la première fois en 3 décennies, le Soudan n'est plus exclusivement dirigé par des militaires, même si l'armée doit dans un premier temps conserver la tête du nouvel organe. Le chef du conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du nouveau conseil souverain. Il a prêté serment. Les autres membres de la nouvelle instance, composée de 10 civils et de 5 militaires, ont également prêté serment peu après. La nomination du Premier ministre choisi par la contestation, Abdallah Hamdok, doit également intervenir mercredi à Khartoum. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi, le général Burhan sera aux manettes du Conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 39 mois de transition prévus. La formation de cette instance survient après des mois de manifestations réclamant un pouvoir civil sur fond de graves situations économiques. Le Conseil souverain va chercher à sortir le pays de son isolement sur la scène internationale. Le Soudan a souffert notamment des dizaines d'années de sanctions américaines. En 2017, l'embargo économique a été levé, mais Washington maintient le Soudan sur la liste noire des États soutenant le terrorisme. En outre, l'Union africaine a suspendu le Soudan de l'organisation panafricaine en juin, quelques jours après la dispersion meurtrière d'un sit-in des protestataires à Khartoum. Sur le plan intérieur, les nouvelles autorités auront la lourde tâche de redresser une économie exsangue et de pacifier un pays marqué encore par plusieurs conflits. L'intronisation du nouveau conseil a été bien accueillie dans la rue, mais des habitants ont averti qu'ils l'auraient à l'œil et qu'ils n'hésiteraient pas à faire une autre révolution si le conseil s'éloignait de leurs aspirations. Au Tchad, l'état d'urgence a pris effet hier 20 août. Il avait été annoncé dimanche dernier par le président Idriss Déby Itno lors d'une visite dans une zone marquée par des affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Outre l'Est frontalier avec le Soudan, la province du Tibesti a été ajoutée, ce qui inquiète l'opposition et les défenseurs des droits humains. L'état d'urgence durera jusqu'au 10 septembre, donc moins de 3 semaines, contrairement à ce qui a été annoncé dimanche par le chef de l'État. Pour l'opposition, c'est un génocide que le pouvoir risque de soumettre les populations. Ça va être le carnage, s'inquiète Mohamed Ahmad Alabo, secrétaire général du Parti pour les libertés et la démocratie. De nombreux jeunes ont défilé dans les rues d'Alger pour réclamer le départ du régime en place. Cela fait 26 semaines que la contestation a débuté. Le Front des forces socialistes algériens, le plus ancien parti d'opposition, rappelle les autorités et l'armée à suivre l'exemple soudanais où les militaires ont transféré le pouvoir aux civils pour gérer la transition. Dans un communiqué signé par son premier secrétaire national, Hakim Belhassel, publié lundi dernier, le Front des forces socialistes algériens, plus vieux parti d'opposition, a appelé l'armée et les autorités algériennes à s'inspirer de l'exemple soudanais et ouvrir des négociations sur une transition démocratique pour résoudre la crise politique en Algérie. Le président rwandais Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni ont signé aujourd'hui à Luanda un mémorandum d'entente visant à mettre fin à la crise politique qui empoisonne les relations entre les deux voisins depuis près d'1 an. Le mémorandum a été conclu dans la capitale angolaise lors d'un mini-sommet régional qui a rassemblé également les présidents de l'Angola, João Lourenço, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du Congo, Denis Sassou Nguesso. Les relations entre les présidents rwandais Paul Kagame et ougandais Yoweri Museveni se sont détériorées au cours des derniers mois. Les deux pays se sont même accusés mutuellement d'espionnage, assassinat politique et ingérence dans les affaires intérieures.
Les forces du régime syrien ont pris le contrôle de la totalité de la ville stratégique de Khan Cheikhoun dans la province d'Idlib, au nord-ouest du pays, où elles luttent contre djihadistes et rebelles. Les forces du régime mènent des opérations de déminage à Khan Cheikhoun. La majeure partie de la province d'Idlib et des segments de celle voisine d'Alep, Hama et Latakia échappent toujours au contrôle du président syrien Bachar el-Assad après 8 années de conflit et malgré la reconquête de la majeure partie du territoire par le régime. Cette région, dominée par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda et abritant des groupes rebelles pro-turcs, est la cible depuis fin avril de bombardements quasi quotidiens de Damas et de son allié russe qui ont tué près de 890 civils. Les migrants recueillis en Méditerranée par le navire humanitaire Open Arms reprennent leurs esprits à Lampedusa, dans le sud de l'Italie, où ils ont pu débarquer dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les 147 occupants du bateau ont rejoint d'autres migrants dans le centre d'accueil situé au cœur de cette petite île sicilienne et conçu pour accueillir moins de 100 personnes en attente d'un éventuel transfert vers d'autres installations. Le navire de l'Open Arms de l'organisation humanitaire espagnole du même nom a appareillé dans la nuit et a accosté mercredi midi dans le port sicilien de Porto Empedocle, où il est mis sous séquestre. Son commandant est resté à son bord, tandis que la plupart des membres de l'équipage, soulagés mais épuisés, sont repartis dans la journée. Mardi, l'annonce du débarquement avait suscité des explosions de joie sur l'Open Arms. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le champ gazier Tortue pourrait produire 2 fois plus que la production de tous les autres pays africains en 2017. C'est une estimation de British Petroleum. La Société financière internationale en passe d'investir 300 millions de dollars américains dans la mine d'or de Stasiast en Mauritanie. La décision d'investir, qui serait le premier projet de cette filiale de la Banque mondiale en Mauritanie, sera prise mi-octobre prochain. Au Soudan, la nouvelle instance de transition a été intronisée aujourd'hui. Un Premier ministre nommé, le chef du conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du nouveau conseil souverain. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.